Eh bien, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. On construit, sans le savoir encore, l'état de perfection pour notre totalité, pour l'humanité dans son ensemble, pour l'humanité tout entière. L'humanité tout entière se dirige vers sa perfection. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra peut-être 3, 4, 5, 10 siècles encore d'évolution, mais c'est notre destinée. C'est ce que j'essaie de démontrer de façon rationnelle sur le site mécaniqueuniverselle.net. Alors cette perfection, c'est la fin des frontières, la paix universelle, l'homme qui n'est plus un loup pour l'homme, le 100% écologique, un monde entièrement fraternel et où le bonheur est la condition de base. Donc la fin du travail tel qu'on le connaît, qui est quasiment un esclavage, la fin des violences inter, inter, interhumains, quoi. Voilà. Donc un monde qui a réussi son unité. Et on va vers cette unité, vers cette universalisation, mais positive, pas une universalisation du business ou de la consommation qui va la, avec la destruction de la planète d'une certaine façon. Donc on aura dépassé tout ça. C'est ce que l'humanité cherche à faire intuitivement. Alors, je vais reprendre ma lecture de l'anatomie de l'État de Murray Rothbard. Il y a une personne sur Internet qui a lu cette œuvre. Et donc, je lance l'écoute et je commente, je fais des digressions à partir de cette écoute. Voilà, et on remercie cette personne dont je n'ai pas le nom, mais je mettrai le lien sur les vidéos pour retrouver cet espace. L'anatomie de l'État, Murray Rothbard. Comment l'État se préserve? Une fois un État établi, le problème du groupe dirigeant ou caste dirigeante devient comment maintenir son autorité. Bien que la force soit leur modus operandi. Donc on est dans la critique de l'État. C'est les bases du libertarisme, Murray Rothbard, et donc il voudrait un État qui soit réduit à un minimum. Voilà, juste préserver la propriété privée, préserver la paix, la violence, etc. Voilà, la police, le système police armé pour la protection à l'intérieur du territoire et à l'extérieur. Voilà. Et donc, ce qui veut dire qu'il inclut que si on atteint cet état de libertalisme, de liberté totale, eh bien, il reste dans l'état d'esprit humain est toujours le même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité d'abuser de ses congénères. Et donc, c'est là où il y a, à mon sens, un antagonisme. Parce que dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, donner la liberté à chacun d'entreprendre comme il veut, de posséder ce qu'il veut, et une fois qu'il possède les choses, personne n'a le droit de le mettre en doute, eh bien, c'est pas vivable. On voit bien que 50 milliardaires aujourd'hui, les 50 fortunes qui se réclament pour certains du libertarisme, justement, comme Elon Musk, Zuckerberg, etc., s'ils se mettent ensemble, ils peuvent acheter les terres de toute la planète. Il n'y a plus de problème. Et donc, on ne devient plus que leurs employés, au fond. Donc, la liberté, elle est pour eux, mais pas pour le reste du monde. On voit bien que ce n'est pas possible avec l'état d'esprit d'aujourd'hui de mettre en place ce libertarisme. Et pourtant, c'est ce qui semble vouloir se dessiner avec l'élection de Trump aux États-Unis. Leur problème premier et à long terme est idéologique. Car pour continuer à exercer ses fonctions, tout État, pas simplement un État démocratique, doit avoir le soutien de la majorité de ses sujets.
Ce soutien, il faut le noter, n'a pas besoin d'être un enthousiasme actif. Il peut bien s'agir d'une résignation passive, comme pour une loi inévitable de la nature. Mais cela doit bien être un soutien, dans le sens d'une certaine acceptation, faute de quoi la minorité des dirigeants de l'État serait au bout de compte dépassée par la résistance active de la majorité du public. Puisque la prédation doit être soutenue par des surplus de production, il est nécessairement vrai que la classe constituant l'État, la bureaucratie et la noblesse à temps plein, doit être une minorité assez petite dans le pays, bien qu'elle puisse, bien sûr, acquérir des alliés parmi les groupes importants de la population. Par conséquent, la tâche principale des dirigeants est de toujours assurer l'acceptation active ou résignée de la majorité des citoyens. Bien sûr, un des moyens de s'assurer un soutien est la création d'intérêts économiques dépendants. Ainsi, le roi, seul, ne peut gouverner. Il lui faut un groupe considérable d'administrateurs qui jouissent des conditions associées au règne, par exemple les membres de l'appareil d'État, tels que la bureaucratie à temps plein ou la noblesse établie. Voilà, alors c'est là où on voit qu'il y a toujours une bonne chose dans chaque chose. La complexité nous oblige à penser que les choses ne sont pas simples, ne sont pas binaires, et donc dans le libertarisme, même prôné par Murray Rothbard, son écrit date de 1970, eh bien, il y a des choses intéressantes et qu'il faut tenir compte, et des critiques très importantes qui nous permettraient, à mon sens, d'assainir et de nettoyer complètement ce qui est négatif dans l'État, dans la bureaucratie, dans le système. Évidemment que là, on voit à un certain moment, les systèmes se corrompent, n'importe lesquels, c'est légitime. Il y a dès qu'ils ont du pouvoir, à un certain moment, ce pouvoir se corrompt, c'est comme ça, il y a un népotisme qui va s'installer, on va commencer par privilégier ses amis, les amis de ses amis, etc. Et on se retrouve avec des castes, avec des systèmes des systèmes mafieux, tout simplement, des systèmes où on se privilégie, où on se défend mutuellement, etc. Et on considère le reste du monde comme ennemi. Et en fait, le peuple devient donc une sorte d'ennemi par rapport à ces leaders qui détiennent le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut arriver à neutraliser. Pour ça, c'est vraiment l'éthique. Ça peut se faire maintenant sans doute à travers la conscience, en hissant le niveau de conscience, en éclairant ces dominants, leur montrant à quel point ils perdent des choses très importantes en se mettant en opposition en fait avec le peuple qu'ils sont chargés de protéger et de servir en réalité. Et ils ont oublié cette chose-là. Ils se servent eux-mêmes, ils utilisent le pouvoir à leur propre fin. Et ça, c'est un état de corruption. Et c'est pour ça que derrière va venir des réclamations de systèmes forts d'une manière ou d'une autre, soit du communisme, soit de l'extrême droite, mais on va réclamer, ou du libertarisme, on va réclamer quelque chose capable de neutraliser les défauts de la bureaucratie et les défauts des gouvernements, en fait, qui posent un problème au peuple. Mais cela n'assure encore qu'une minorité de partisans enthousiastes, et même l'achat par essence de soutien par des subventions et autres octrois de privilèges ne permet toujours pas d'obtenir le consentement de la majorité. Pour cette acceptation essentielle, la majorité doit être persuadée par idéologie que son administration est bonne, sage, au moins inévitable, et certainement meilleure que les alternatives envisageables. Promouvoir cette idéologie auprès du peuple est la tâche sociale vitale des intellectuels. Car la masse des hommes n'inventent pas leurs propres idées ou ne réfléchissent pas à ces idées de par eux-mêmes. Ils suivent passivement des idées adoptées et diffusées par le corps des intellectuels. Les intellectuels sont ainsi les modeleurs d'opinion de la société. Et puisque c'est précisément d'un modelage d'opinion que l'État
a le plus désespérément besoin. On voit que ça correspond aux pensées des années 70. Maintenant, c'est les intellectuels, ils sont peanuts à côté des médias. C'est les médias qui modèlent l'esprit de l'humanité. Et les médias appartiennent à l'oligarchie qui impose les gouvernements. Donc voilà le cercle destructeur, en somme, de la démocratie qu'il faut arriver à corriger, en somme. Et on y parviendra. Mais le mouvement des intellectuels aujourd'hui n'a plus aucun sens. Et s'il en avait à cette époque-là, dans les années 70, il faisait pas non plus la pluie et le beau temps. Et c'est malgré tout un intellectuel, Murray Rothbard, qui vient proposer une autre solution. Et elle n'est pas plus réfléchie, à mon sens, creusée au sens vraiment humain du terme, que ceux qui prônent l'État, un État fort sans réflexion non plus, ou qui prônent l'État-providence sans réfléchir aux conséquences ou aux choses qui peuvent être négatives dans ce genre de choses. Il y a de la superficialité dans la réflexion de Murray Rothbard, dans le libertarisme, comme dans les autres idéologies. Et c'est ça qu'il faut arriver à combattre pour pouvoir aller au cœur des problèmes et les régler. Savoir si le libertarisme a du sens, s'il peut apporter un plus à l'humanité aujourd'hui, ou si c'est pas possible. Si au contraire, il va détruire des choses. C'est une véritable analyse qu'il faut faire. C'est pas proposer ça et dire, bon ben voilà, on va voir où il en est, mais là, il n'y a pas d'analyse jusqu'à présent, pour moi, dans ce qui est proposé par Murray Rothbard. La source de l'alliance de toujours entre l'État et les intellectuels devient claire. Il est évident que l'État a besoin des intellectuels. Pourquoi les intellectuels ont besoin de l'État n'est pas aussi évident. En termes simples, on peut dire que le gagne-pain de l'intellectuel sur le libre marché n'est jamais bien sûr, car l'intellectuel dépend toujours des valeurs et des choix des masses, de ses semblables, et il est précisément caractéristique des masses qu'elles délaissent généralement les questions intellectuelles. L'État, d'autre part, est disposé à offrir aux intellectuels une planque sûre et permanente au sein de l'appareil étatique, et donc un revenu sûr et la panoplie du prestige. Donc oui, alors on voit il y a des intellectuels qui vivent sur ce principe-là. Aujourd'hui, ils passent justement dans ces médias, ils sont mélangés aux réactionnaires. On voit bien Pascal Praud, il a plus de poids que Bernard-Henri Lévy ou Michel Onfray ou voilà, et en fait tous sont dépendants du business. En fait, ils viennent vendre leur position, Car les intellectuels seront grassement récompensés pour l'importante fonction qu'ils remplissent pour les dirigeants de l'État, dont ils font désormais partie. L'alliance entre l'État et les intellectuels fut symbolisée par le vif désir des professeurs d'université de Berlin au XIXe siècle de former les gardes du corps intellectuel de la maison de Hohenzollern. Bon, on peut dire que c'est peut-être pas toujours le cas, parce que, par exemple, dans ces années 60-70, les Sartres étaient plutôt un peu extérieur à l'État, plutôt critique, au moins de l'État tel qu'il se présentait en Occident. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas justement protecteurs d'encore plus d'étatisme du côté communiste. Mais bon, voilà. Notons de nos jours le commentaire révélateur d'un éminent universitaire marxiste concernant l'étude critique du professeur Wittfogel de l'ancien despotisme oriental. Je cite : « La civilisation que le professeur Wittfogel attaque si amèrement fut celle qui aurait pu ériger les poètes et savants en bureaucrates. » Fin de citation.
Parmi d'innombrables exemples, citons le développement récent de la science entre guillemets, de la stratégie, au service du principal bras armé brandissant la violence étatique, l'armée. Une institution vénérable, entre autres, est l'historien officiel ou historien de la cour, dédié à transmettre l'opinion des dirigeants sur leur propre action et celle de leurs prédécesseurs. Alors, on est d'accord que là, l'État présent, l'État actuel français, par exemple, a maltraité, et c'est clair, le peuple dans sa révolte des Gilets jaunes. Et donc, sous cet angle-là, Murray-Rothbard a sans doute raison. Il y a quelque chose que, normalement, un État aurait dû, dès le début, écouter correctement cette révolte. Qu'est-ce qu'elle signifiait? Se poser, s'arrêter et dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce peuple est en souffrance? Quelle est sa souffrance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est soutenu à 65% de cette révolte est soutenue par le peuple? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un excès d'État, d'autoritarisme étatique qui a conduit à maltraiter le peuple, à lui crever les yeux, à faire, etc., tout ce qui s'est passé pendant ces Gilets jaunes. Et ça, c'est véritablement un crime contre le peuple, c'est évident. Et donc là, on peut voir que l'État, il y a des règles qui doivent s'imposer. Il doit avoir des garde-fous qui doivent pouvoir l'empêcher de maltraiter le peuple quand, dans un cas de figure comme celui-ci, quand il se révolte, c'est qu'il y a une raison derrière. Le peuple ne se révolte jamais pour rien. Il y a quelque chose qui, derrière, l'oblige à aller se faire maltraiter, quoi. C'est pas un choix... Nombreux et variés furent les arguments avec lesquels l'État et ses intellectuels ont conduit leurs sujets à soutenir leur domination. Brièvement, on peut résumer les principaux arguments comme suit. L'intellectuel, pas mal d'intellectuels étaient même rangés du côté des Gilets jaunes. Hein. C'était au départ, je pense, Michel Onfray, des gens comme ça, il y en avait quand même pas mal qui étaient rangés de ce côté-là. Donc, c'est pas... Évidemment, il y a aussi le côté réactionnaire qui ne veut pas que les choses bougent, qui veut, etc. Les dirigeants de l'État sont de grands hommes sages. Ils règnent par droit divin. Ils sont l'aristocratie des hommes. Ils sont des experts scientifiques, bien plus nobles et sages que les sujets, bons mais plutôt limités. Alors ça, c'est pareil. Dans les années 70, on pouvait avoir ce discours. Aujourd'hui, on voit à quel point l'image des politiques est dégradée, à quel point on leur dit nos quatre vérités. Les gens, il n'y a plus le respect parce qu'ils ne sont pas respectables, forcément, pas tous. Et parfois, ils ne sont pas respectables. Et donc, ils ne respectent pas leur peuple. Et donc, le peuple ne les respecte pas. Et donc, ça a vraiment changé l'option. On est en train d'aller vers l'horizontalité. Le principe vertical, on voit qu'il est plus soutenable par un chef d'État qui reste sur une position aristocratique. C'est fini. Il y a quelque chose qui ne peut plus passer derrière. Il se retrouve avec 20% de gens d'aficionados et 80% de gens qui le supportent plus, quoi. Et B, il gouverne dans la mesure où une bureaucratie est inévitable, absolument nécessaire, et bien mieux que les fléaux indescriptibles qui résulteraient de sa chute. L'union de l'Église et l'État fut un de ces dispositifs idéologiques les plus anciens et les plus réussis. Bon. Le souverain était soi ou un pardon. Et là, on voit que ça aussi, c'est passé de mode. Alors l'État, de toute manière, se range toujours et essaye toujours d'avoir près de lui un autre pouvoir. Là, avant c'était l'Église, là il a l'oligarchie, mais c'est la même chose. Il reste, c'est le pouvoir de l'argent qui lui permet de payer correctement et surpayer
la police, tous les systèmes pour le protéger, etc., et pour protéger également l'oligarchie. Donc on voit à quel point on est dans un système prédateur. Mais ça correspond à la mentalité de l'humanité. Elle est comme ça, on est encore là. Et cette mentalité, elle va évoluer. Dans 400 ans, on aura dépassé ça sera fini. L'homme ne sera plus du tout un loup pour l'homme. Et donc, on n'aura plus rien à craindre de cette liberté. Dieu, soit, dans le cas de régime absolu de nombreux despotismes orientaux, était lui-même Dieu. Dès lors, toute résistance à sa loi était un blasphème. Le clergé des États remplissait la simple fonction intellectuelle d'obtenir le soutien populaire, voire le culte des souverains. Une autre tactique efficace fut d'instiller la peur envers tout autre système de règles ou de non-règles. Les dirigeants actuels, a-t-on soutenu, apportent aux citoyens un service essentiel dont ils devraient être spécialement reconnaissants. La protection contre les criminels et les maraudeurs sporadiques. Car l'État, pour préserver son propre monopole de la prédation, a bien veillé à ce que les crimes privés et non systématiques soient maintenus au minimum. L'État a toujours été attentif à sa propre conservation, en particulier sur les derniers siècles. Alors, il en parle comme d'une intelligence d'État qui serait consciente de ce qu'elle fait, etc., qui serait manipulateur en somme. Il y a de la manipulation, mais sans véritablement prise de conscience. C'est un mécanisme, c'est parce que l'être humain est posé comme ça. Ceux qui forment l'État sont soumis à ce type de psychologie, mais si on prenait des ouvriers et qu'on les mettait au sommet de l'État, ils se comporteraient de la même manière. Si on met, voilà. Donc, c'est humain, c'est pas lié à l'État. Et l'État, il s'organise comme sa conscience du peuple et comme sa conscience de l'intérêt public est faible, eh bien, il est obligé de se comporter mal pour résister, pour durer. Si sa conscience politique était forte, si l'intérêt public était chevillé à son corps et la démocratie plus importante que tout le reste, que son narcissisme et son ego, eh bien, ça se passerait de manière idéale. Il n'y a aucun problème. C'est juste un humain qui abuse parce qu'il est... réussi à susciter la peur des autres dirigeants étatiques. Comme la superficie du globe a été répartie entre différents États, une des doctrines avancées par l'État consistait à s'identifier avec le territoire qu'il gouvernait. Comme la plupart des hommes tendent à aimer leur patrie, l'identification de cette terre et de son peuple à l'État était un moyen d'exploiter le patriotisme naturel au profit de l'État. Si la Ruritanie était attaquée par la Moldavie, la première tâche de l'État et de ses intellectuels serait de convaincre le peuple de la Ruritanie que l'attaque était vraiment contre lui et pas seulement contre la caste dirigeante. De cette façon, une guerre entre les dirigeants se transformerait en guerre entre les peuples, chaque peuple venant à la défense de ses dirigeants via la croyance erronée que les dirigeants les défendaient. On voit bien que ça fonctionne effectivement comme ça, mais pas de façon déterminée. Mais on l'a vu quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine s'est déclenchée, quand les Russes ont déclenché leur attaque. Ceux qui sont montés au créneau, c'était les intellectuels, les militaires, ceux qui défendaient l'Occident, qui défendaient l'OTAN, qui défendaient en réalité ceux qui avaient poussé les Russes à la guerre, parce que c'est ce qui s'est réellement passé. Et donc, oui, effectivement, il y a une sorte de mécanisme qui se met en place et ces gens-là ne sortent que dans ces moments-là. C'est assez curieux, on fait appel à eux. Alors, comment les choses s'engrainent, c'est particulier. Comment, dès que il faut soutenir... il faut faire détester Poutine, par exemple, comment vont monter dans les médias tout ce qui vont servir à engranger la manipulation et à obliger le peuple à soutenir ce type d'idées. Ce dispositif de nationalisme n'a réussi chez la civilisation occidentale que sur les derniers siècles.
Et il n'y a pas si longtemps, la masse des sujets considérait les guerres comme des batailles sans importance entre différents groupes de nobles. Les armes idéologiques que l'État fourbit au cours des siècles sont nombreuses et subtiles. Une excellente arme demeure la tradition. Plus longtemps la domination d'un État a pu se préserver, plus cette arme est puissante. Car alors, la dynastie X ou l'État Y a le poids apparent des siècles de tradition en soutien. L'adoration de ses ancêtres devient alors un moyen peu subtil de vénérer ses anciens souverains. Le plus grand danger pour l'État est la critique intellectuelle indépendante. Je pense que c'est beaucoup plus révolutionnaire que toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à présent. Ce libertarisme-là, c'est vraiment de l'hyper-révolution. C'est intéressant à voir comme ça. Hein. Il n'y a pas de meilleur moyen d'étouffer cette critique que de s'attaquer à toute voix isolée, à quiconque soulève de nouveaux doutes, comme violateur profane de la sagesse de ses ancêtres. Et oui, et lui, il en fait partie. Une autre force idéologique puissante consiste à dévaloriser l'individu et à exalter la collectivité de la société. Car, comme tout régime donné suppose l'acceptation par la majorité, tout danger idéologique pour ce régime ne peut provenir que d'un ou de quelques individus pensant par eux-mêmes. La nouvelle idée, et encore plus la nouvelle critique, doit émerger comme opinion minoritaire. Dès lors, l'État doit étouffer l'idée dans l'œuf en ridiculisant toute vue qui défie les opinions de la masse. N'écoutez que vos frères, ou adaptez-vous à la société. Deviennent ainsi les armes idéologiques pour écraser la dissidence individuelle. Par de telles mesures, les masses n'apprendront jamais l'existence du déguisement de leur empereur. Il est également important que l'État fasse en sorte que son règne semble inévitable. Même si son règne n'est pas apprécié, il aura alors affaire à une résignation passive, comme en témoigne le couplage familier de mort et impôt. En tout cas, on ne peut pas faire autrement, parce que quelqu'un qui se révolte tout seul ne peut rien faire contre un État. C'est évident qu'il y a quelque chose de la soumission, il y a quelque chose de la perte de liberté d'un être humain. C'est pour ça que lorsque je dis l'humanité aura atteint sa perfection, et que dans cette perfection, il y aura la liberté absolue, c'est qu'il n'y aura plus aucune entrave possible pour un être humain. Mais ce qui veut dire qu'il faut être dans un monde qui est entièrement pacifié, un monde de paix absolue. Alors là, il n'y a plus d'entrave, il n'y a plus besoin d'entrave, il n'y a plus d'entrave. Et là, on atteint la liberté absolue de vivre. Aparté. L'auteur fait ici référence à une citation de Benjamin Franklin qui est celle-ci. Notre nouvelle constitution est maintenant établie et a une apparence qui promet la permanence, mais dans ce monde, rien n'est certain, sauf la mort et les impôts. Fin de cette petite aparté, reprenons la lecture. Une méthode consiste à pousser un déterminisme historiographique par opposition au libre arbitre individuel. Si la dynastie X nous gouverne, c'est parce que les lois inexorables de l'histoire, ou la volonté divine, ou l'absolu, ou les forces matérielles productives l'ont décrété, et rien de ce qu'un frêle individu pourra faire ne peut changer cet inexorable décret. Voilà, bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. On peut toujours déterminer des choses intéressantes derrière cette idéologie assez incroyable. Et voilà, il ne faut pas la rejeter aussi brutalement que ce que je l'ai fait dès le début. Je pense qu'il faut comprendre la complexité qu'il y a derrière, ce qu'elle peut apporter et ce qu'elle permet de critiquer et d'éclairer. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.